Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Samuel Nepéhoun, membre du gouvernement. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes revenu dans le 18e gouvernement après avoir brièvement siégé dans le 17e, mais vous en aviez démissionné. Vous êtes en charge de nombreux secteurs, les affaires maritimes, la recherche et la valorisation des ressources naturelles, la formation professionnelle, et dans tous ces dossiers, vous multipliez les annonces depuis plusieurs semaines. C'est pour ça que nous avions envie de vous entendre et que vous nous détailliez tous ces projets. Mais pourquoi est-ce que vous avez souhaité revenir au gouvernement alors que vous en étiez parti? Les conditions ont changé, le contexte était différent? Oh, j'ai souvent répondu que dans tout le long de ma carrière, c'était plus des rendez-vous, des opportunités qui se sont présentées. J'ai quitté Air Calédonie fin 2022. Je suis parti à la retraite, un an à Lifou. Et fin 2023, le sénateur Robert Rouvier qui s'installait au Palais du Luxembourg m'appelle et me demande si je ne veux pas le rejoindre. C'est vrai qu'au bout d'un an à faire un peu de bricolage, etc., le fait qu'intellectuellement, on a besoin de De s'entretenir sollicitations? quelque part, j'ai accepté, je suis parti un an à Paris. Donc, expérience très intéressante également, puisqu'avec l'examen de la loi sur le dégel du corps électoral, j'ai pu rencontrer avec le sénateur à la fois les groupes politiques, que ce soit l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, une autre expérience, mais encore une fois très enrichissante. Et je suis rentré fin décembre. Et puis, encore une fois, je ne sais pas si c'est les planètes qui s'alignent, mais la composition de nouveau gouvernement, je découvre, ou en tout cas, on me suggère de participer à ce 18e gouvernement. Encore une fois, le calendrier y a été pour beaucoup. Et ça vous intéresse? Ce sont des dossiers qui... Vous avez choisi les dossiers, enfin vous avez tenu à vous occuper de ces dossiers-là ou ça s'est fait dans la répartition où il fallait que chacun ait... On va dire que je m'en sors pas trop mal, parce que quand vous êtes le petit nouveau qui arrive, qu'il y en a beaucoup de l'ancien, donc du 17e, au départ, vous faisiez un peu voiture-balai qui ramassait ce que les autres ne veulent pas, et que finalement, là, un arbitrage à un moment donné s'est fait de telle sorte que je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas, qui étaient plutôt très intéressants, comme la formation professionnelle, comme j'espère qu'on en parlera beaucoup de la formation professionnelle, parce qu'on parle le ministre actuellement en visite parle du chaos s'il n'y a pas d'accord. Et pour moi, la problématique de la jeunesse calédonienne est un point important. Et donc, On en parlera. finalement, je me suis retrouvé avec des secteurs très, très intéressants, avec des projets très, très intéressants. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir les détailler. Donc, à la fois les affaires maritimes, les affaires portuaires, les infrastructures portuaires et aéroportuaires, la formation professionnelle. J'ai déjà annoncé effectivement le village, la presqu'île du savoir pour l'INU. On a quelques beaux sujets. Finalement, je ne regrette pas d'être là. En tout cas, je ne sais pas faire à moitié. J'aime conduire les choses avec dynamisme et avec beaucoup de passion. Vous vous impliquez dans vos dossiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, paradoxalement, je vais vous demander un mot sur un secteur sur lequel justement vous vous êtes mis en retrait. C'est le secteur du transport aérien domestique. Ah, vous êtes ancien PDG d'Arcal, vous êtes originaire des îles. Pourquoi est-ce que finalement vous avez décidé de vous retirer de ce dossier? Alors, j'en profite pour repréciser, parce que je crois qu'il y a eu quelques incompréhensions dans la décision que j'ai pu prendre. J'ai rappelé à plusieurs reprises que ce dossier, ce n'est pas un dossier que j'ai lancé. C'est un dossier qui a été enclenché Vous sous parlez le... du transfert d'Air Voilà, Calédonie à notamment Tontouta. oui, parce que c'est le sujet Oui. central malgré tout et qui aujourd'hui fait beaucoup de débat. Je rappelle souvent que c'est un dossier du 17e gouvernement, c'est un conseil d'administration d'Air Calédonie dès juillet 2024 qui l'a acté, qui a eu des tournées de formation en octobre-novembre 2024, plusieurs passages à la collégialité. Le dernier passage à la collégialité aurait dû avoir lieu le 8 janvier. La chute du gouvernement a fait que ça n'a pas pu se faire. Moi, j'ai considéré que le dossier, il fallait le poursuivre. Je l'ai poursuivi. Euh, j'ai fait les premiers déplacements lorsque j'ai pris le dossier. J'ai demandé aux acteurs qui gèrent ce dossier de faire en sorte qu'on aille vite parce que je pense qu'à un moment donné, soit on va, soit on n'y va pas, mais que les choses soient clairement affichées pour faciliter le déroulement des choses pour les différents opérateurs, notamment.
Il y a eu de la crispation sur le sujet. Vous l'avez rappelé, je suis l'ancien PDG d'Air Calédonie. Ce dossier, je le traite depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. On n'est pas loin de la quinzaine d'années que je m'en occupe. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des crispations autour de la personnalité, pourquoi pas, je le conçois. Et qu'aujourd'hui, il faut avancer. Donc, moi, j'ai simplement considéré qu'à un moment donné, la désignation des personnes qui doivent siéger au sein du conseil d'administration de la DANC, l'agence de la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie. Merci de traduire. C'est l'agence où c'est l'instance où se discutent toutes les questions d'aérien, de financement, de budget, de financement d'avions, de financement de lignes déficitaires, etc. Donc, pour moi, s'il y avait deux personnes qui doivent siéger à la DANC, c'est le membre du gouvernement en charge de l'aérien domestique et l'autre membre du gouvernement en charge de l'aérien international. Et les deux autres, il peut y avoir des intérêts pour la question, mais au moins ces deux personnes-là. Et vous n'avez pas été nommé? Et je n'ai pas été nommé. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, en tout cas on en a parlé déjà un peu avant, je suis en charge des affaires maritimes et des affaires portuaires et aéroportuaires, je suis président du port autonome. On va dire, si on met les choses en parallèle, c'est comme ça que ça devrait se passer aussi. C'est pas le cas dans l'aérien, c'est ce qui a expliqué la décision que j'ai prise. Et pourquoi vous n'avez pas été nommé? C'est des raisons politiques, c'est des raisons personnelles, vous l'interprétez comment? De ce que je comprends en tout cas, c'est que c'est un arbitrage politique et des questions d'équilibre politique qui a été décidé par le président et la majorité. Aujourd'hui, j'y suis pas. Moi, je ne fais qu'en tirer les conséquences ou les conclusions. Mais en attendant, ce projet effectivement important, emblématique du transfert d'Aircal à Tontouta, ça reste d'actualité? Je pense que ça reste, à mon sens, d'actualité. Après, c'est plus à moi à traiter le sujet, mais je pense que les questions budgétaires, les questions de contraintes font qu'à un moment donné, soit on y va, soit on n'y va pas, mais l'impact sur le billet d'avion va très fortement se faire ressentir et globalement sur le schéma du transport. L'aérien va coûter de plus en plus cher. Pour moi, la partie aérienne, ce n'est que mon analyse, vu les coûts. Le coût de l'énergie, c'est-à-dire le coût du carburant qui explose, le coût des infrastructures, font qu'à un moment donné, l'aérien va devenir un moyen de transport très privilégié. Donc, il va falloir faire à un moment donné le choix de la répartition entre le maritime et l'aérien, mais on ne pourra malheureusement pas continuer comme ça. Et la fusion des deux compagnies, est-ce que c'est une perspective à votre avis? C'est un sujet que j'ai toujours porté, mais vous venez de prononcer le mot qu'il ne faut surtout pas prononcer en tout cas, c'est la fusion. Fusion, c'est peut-être une autre étape, mais le rapprochement et la possibilité de mutualiser, de rationaliser les coûts et faire des économies d'échelle, et chacun garde son entité, puisque ça a l'air d'être quelque chose qui semble être quelque chose de clivant, ou en tout cas qui divise. On peut ne pas parler de fusion, mais en tout cas parler de rationalisation et de mutualiser d'un certain nombre de services qui vont permettre de faire des économies d'échelle. Et ça, c'est essentiel si on veut préserver nos outils. Alors, vous parlez de ce problème de l'aérien, du coût que ça a, des difficultés qu'il va y avoir de le maintenir. C'est un problème qui impacte surtout les populations des îles, et notamment des îles Loyauté. Comment ça va être géré, ça? Vous croyez que les populations vont comprendre, vont admettre cette évolution? Parce qu'aujourd'hui, ils prennent tous l'avion régulièrement, quoi. Oui, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra redéfinir clairement, je le dis de manière très, très, très claire, à un moment donné, il faudra savoir comment on prend l'avion et comment on prend le bateau. C'est deux types de transports qui sont indissociables. Et à un moment donné, soit on en a les moyens, soit on n'en a pas les moyens. Mais on peut aussi imaginer des dispositifs pour ceux qui doivent absolument prendre l'avion. Des questions de santé, des questions de suivi médical, etc. Ça, on peut pas faire autrement. Mais à un moment donné, aujourd'hui, l'évolution des choses fait que la situation budgétaire et financière des collectivités, pour les prises en charge notamment, font que on ne peut plus revenir en arrière et en tout cas continuer à faire comme on a fait par le passé. Il va falloir réimaginer de nouveaux systèmes et qu'aujourd'hui, très clairement, les deux modes de transport, ils vont être positionnés en tant que mode de transport prioritaire, en tout cas qui desservent et qui bénéficient au plus large et au plus grand nombre. Et puis l'autre partie qui sera un peu sélectif, mais la contrainte, l'évolution des choses font qu'on n'y coupera pas.
Mais les bateaux, pour l'instant, il n'y en a qu'un qui desservent, en tout cas pour les passagers. Il va falloir augmenter la flotte, selon vous? Il va falloir développer vraiment le transport maritime vers les îles? Alors, c'est un sujet, bon, comme vous le savez, je viens de prendre aussi ce dossier-là, le transport maritime. On va avoir de gros soucis sur le sujet aussi, puisque le Betty-Show n'a pas été renouvelé. Il aurait dû l'être depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'on lance de nouveau les consultations pour le renouvellement du Betty-Show. Mais même, on est déjà hors délai. C'est-à-dire que le temps de commander aujourd'hui le bateau, on n'aura pas un bateau avant 2 ans. Le Betty-Show actuel, j'en parle avec la direction des affaires maritimes, il ne tiendra pas les 2 ans. Donc, dans les mois qui viennent, en tout cas très prochainement, il va falloir trouver peut-être, mais rapidement, peut-être une solution de rechange. Mais il faut déjà engager le renouvellement du Betty-Show. Et je pense aussi qu'on a besoin d'avoir des discussions très claires entre la province des îles et la province sud. Parce qu'en termes de desserte, le dessert maritime, voilà, la desserte maritime de passagers concerne les Loyautés, mais également l'île des Pins. C'est toujours les Loyautés qui ont géré la partie maritime passager et a englobé au passage à chaque fois l'île des Pins. Et à un moment donné, dans le cadre notamment du renouvellement de ce navire, il faudra qu'on en rediscute, mais pour poser clairement le cadre avec la province sud, parce qu'on ne pourra pas, la province des îles et le gouvernement ne vont pas imaginer la solution seule, sans prendre en compte les attentes et les besoins des populations de la province sud également. Mais alors ça pourrait être des bateaux plutôt du type ferry pour que les gens puissent y aller en voiture dans les îles. Est-ce que vous envisagez déjà la manière dont ça devrait pouvoir se mettre en place? Alors, on va être confronté à deux façons de voir les choses. On sait aujourd'hui que la desserte maritime île avec un NGV, un navire à grande vitesse, ça pose des questions de rentabilité. Un navire à grande vitesse a plus de sens pour l'île des Pins que pour les îles Loyauté. Mais malgré tout, le fait qu'aujourd'hui, on a des fortes tensions sur l'aérien, ben on est bien content d'avoir un NGV qui desserve parce que quand Aircal est quasiment en rupture de service, on est quand même content d'avoir un NGV qui transporte d'un seul coup 350 passagers. Ça peut dépanner. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on se pose quand même très clairement la question de est-ce que c'est un NGV ou est-ce qu'on revient au ferry, comme le ferry Yewenné à l'époque, où on transporte de manière mixte du passager, du fret, des véhicules, etc. Mais je pense qu'il y a une vraie étude technique et financière à lancer. Alors, vous connaissez Samuel Neptune comme spécialiste de l'aérien. On voit que vous vous passionnez également pour le maritime, puisque, vous le disiez, vous êtes président maintenant du port autonome de Nouvelle-Calédonie. Et vous avez présenté toute une stratégie de modernisation du port autonome. Et on a un peu l'impression que c'est un dossier dont personne ne s'est occupé vraiment ces dernières années, que le port, c'était un peu le parent pauvre de la Nouvelle-Calédonie, non? Je ne dirais pas tout à fait les choses comme ça. Je pense que le port travaille depuis des années sur des beaux dossiers. Je pense qu'on n'a pas beaucoup communiqué ni valorisé. En revanche, je pense que c'est quelque part un rendez-vous important et intéressant puisqu'on est à la croisée des chemins. On est en train de parler de perspectives, de commandes publiques. Il faut que les entreprises, il faut que le secteur privé ait besoin de visibilité. Et à mon sens, le port et l'aéroport, ce sont les deux poumons, on va dire, de la Nouvelle-Calédonie, ce sont les deux portes d'entrée. Et si on veut avoir affiché de l'attractivité, une volonté du pays de s'ouvrir, c'est ces deux secteurs-là qu'il faut lancer. Et le port, effectivement, on a annoncé des grands projets structurants. Mais l'aéroport aussi, on devrait lancer de grands projets structurants. J'en ai beaucoup discuté avec le président dans le cadre de la préparation de sa déclaration de politique générale. On a parlé du grand projet du port, mais on a également parlé du pôle d'excellence aéronautique à la Tontouta. Ça, c'est aussi un vieux projet que je porte depuis que j'ai été PDG d'Air Calédonie, c'est de déménager la maintenance et la partie formation professionnelle à Tontouta. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Gérald Darmanin à l'époque où il était encore ministre des Finances. Je lui avais remis 2 dossiers pour parler sur ces sujets-là. Parce que véritablement, les débats sur ces 2 pôles d'entrée, en plus, c'est des commandes publiques qui peuvent être colossaux et qui peuvent donner de la perspective pour les entreprises calédoniennes. Développer un port, développer des aéroports, c'est des dizaines de milliards d'investissements. Ça, c'est de l'ambition. Si on veut faire une véritable politique d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Des milliards d'investissements, vous les trouvez où? Dans la situation de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, vous êtes capable de lancer ce genre de projet et trouver les financements?
Vous savez, les financements, on les trouve quand vous arrivez avec des dossiers mûrement réfléchis et correctement construits. Aujourd'hui, je pense que vous allez me poser la question sur le port, où on dit vous avez annoncé des gros projets. On a le fameux Quai 8 qui, à un moment donné, dit mais il va finir à combien ce projet? On a commencé à moins de 3 milliards, on va finir à 8 milliards, parce que c'est des projets, les études datent de 2004, les premiers marchés ont été lancés en 2011, puis interrompus. 4 ans d'abandon du chantier. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas, en tout cas techniquement et en termes d'études, on ne maîtrisait pas comment réagit la scorie quand on l'utilise. J'espère que maintenant, enfin, on a compris comment réagit la scorie, comment on la traite. Parce que le marché, à un moment donné, il a fallu revider tout ce qu'on a mis dedans, renforcer les parois, etc. Donc, de la restructuration technique. Comment on a trouvé 8 milliards pour le finir? Aujourd'hui, j'espère que c'est la dernière ligne droite. On va mettre 1 milliard cette année, on va mettre 500 millions l'année prochaine, en se disant, j'espère en tout cas que ça va se finir. Mais ça vient des fonds, on va dire, des ressources propres du port. Voilà, mais la situation de la Nouvelle-Calédonie a quand même évolué depuis un an. L'argent, il n'y en a plus nulle part. Est-ce que vous allez trouver les moyens quand même de mener à bien ces projets? Encore une fois, ces différents projets-là. Par exemple, pour parler bien plus concrètement, les projets du port, c'est quoi? Les 5 axes. Donc, le développement de la plateforme commerciale, là où se traite la grosse majorité du trafic. Il y a ce quai 8 qu'il faut absolument finir. Et à l'autre partie du quai 8, à l'autre bout du quai 8, on peut aussi lancer des prolongements. Et là-dessus, on sait une chose. Des gros opérateurs du maritime, je ne vais pas citer leur nom, mais vous devinez certainement qui c'est, ils sont prêts à investir ici. Les opérateurs privés qui investiraient des dans opérateurs ces privés projets. qui sont prêts à investir des sommes colossales. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont en bénéficier. Et ils gagnent suffisamment d'argent que des fois, ils payent tellement d'impôts qu'il vaut mieux qu'ils investissent plutôt que de payer des impôts. Donc, on peut aussi arriver à financer les choses de cette manière-là. D'ailleurs, j'ai demandé au port autonome d'avancer rapidement sur l'ouverture des consultations dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt pour pouvoir lancer ce type de projet. On va lancer, on est en train de financer sur des contrats de développement, donc Nouvelle-Calédonie État, en grande partie État bien évidemment, le chantier de la cale de halage qui est consacré au démantèlement des navires. La grosse partie a été finie, on est en train de faire la partie où il faut construire une plateforme de 2000 m² pour pouvoir s'attaquer au démantèlement des P400 de l'armée. Les P400 de l'armée, on va pouvoir les traiter ici, on va pouvoir traiter le Béticho ici. Et ça intéresse l'État, ça intéresse l'armée d'avoir. Bien évidemment que mais ça intéresse du monde. Parce que l'autre volet aussi, dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui ne demande pas des gros investissements, c'est la partie de la base scientifique. La base scientifique, aujourd'hui, on a des demandes, on est en train d'en traiter 2 déjà là maintenant, c'est pas juste des idées, des navires scientifiques qui souhaitent être basés en Nouvelle-Calédonie et pouvoir rayonner dans la région, mais avoir leur base en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Parce qu'il n'y a pas que le port, il y a aussi les services à terre. Il y a Veritas, le bureau Veritas, ça c'est important. On a des services des affaires maritimes, etc., qui sont plutôt de bonne qualité. Donc tout ce qui est service à terre, tout ceux dont ils ont besoin, ils peuvent avoir. Et ils ont besoin d'infrastructures particulières que vous devez leur créer pour qu'ils aient comme base le port de Nouméa? Pour la partie scientifique, pas forcément des gros investissements. Ceux qui vont peut-être plus nous coûter des investissements, c'est plutôt la partie croisière, qui est la troisième, je dirais plutôt deuxième grande priorité du port. On est en train d'essayer de basculer 80% du trafic croisière depuis la grande rade sur la petite rade. Et après, on aménagera toute la façade, ce que j'appelle dans mes déclarations le port, le nouveau concept de port-ville, une vraie ville portuaire ouverte vers la mer, puisqu'aujourd'hui, Nouméa est plutôt une ville d'eau à la mer et pas vraiment accueillant. On en a beaucoup parlé déjà avec Madame la maire de Nouméa. Ça sera plus réaménager la petite rade quand on aura déménagé 80% du trafic. Il y aura des opérations de dragage, etc. On va aménager de telle sorte à ce que ça soit un peu plus attractif et pour les croisiéristes, mais également pour les Nouméens qui vont trouver un nouveau pôle d'attractivité que serait la façade de la porte portuaire, une vraie ville portuaire ouverte sur la mer. Et là, ça va coûter
Je le sais, dans quelques années, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ça va coûter, on va plutôt être autour de 5 milliards d'investissements. Donc c'est effectivement des grosses opérations, mais on a la possibilité d'aller rechercher des sources de financement. Mais encore une fois, il faut avoir des dossiers sérieux et on peut aller chercher des financeurs. Les croisières, ça marche pas mal pour l'instant. C'est même l'un des rares points de tourisme, en tout cas, où les touristes continuent à arriver. Vous pensez qu'on peut développer davantage encore le tourisme, le croisiérisme à Nouméa avec plus de bateaux, plus de fréquentation, plus de touchés? Oui, tout à fait, complètement. Parce qu'aujourd'hui, ils ne viennent pas justement parce que... Alors, il ne faut pas qu'il y ait que nous, les croisiéristes aimeraient avoir plusieurs destinations. Aujourd'hui, c'est un petit peu le frein. À la fois la qualité de notre accueil à travers les infrastructures que l'on leur propose, mais en même temps d'autres destinations. Aujourd'hui, les croisiéristes ils se demandent si on ne peut pas avoir des points sur le nord. Ils se posent la question de pourquoi Boulou-Paris ne serait pas un site potentiel, par exemple. Est-ce que l'île des Pins, est-ce que Marais va ouvrir? En fait, plus on leur offrira de possibilités, plus ils viendront. Aujourd'hui, la croisière, le retombé pour Nouméa de la croisière, chaque année, 2,5 milliards. C'est tout. Tahiti, c'est 20 milliards. On a encore de la marge et il y a de la demande. Au fait, aujourd'hui, c'est nous qui devons, encore une fois, travailler sur notre activité et faire venir la croisière. Et la ville de Nouméa est intéressée par ce genre de projet de faire de Nouméa une ville portuaire, ce qu'elle n'est pas effectivement aujourd'hui, hein. Madame la maire, elle est sur le sujet depuis quelques années et aujourd'hui, elle est juste ravie qu'on est aligné sur le sujet et qu'on va pouvoir porter ensemble Nouvelle-Calédonie et la mairie de Nouméa ce projet. Il faudra certainement aussi associer la province sud, mais prioritairement la ville de Nouméa, parce que là, plus ça va, plus on touche à l'aménagement du territoire. C'est le territoire de la ville de Nouméa, donc la première concernée, c'est quand même la ville de Nouméa. Vous avez également lancé un autre grand chantier, c'est dans le domaine de la recherche et de la valorisation des ressources naturelles. La recherche est une compétence de l'État. La Nouvelle-Calédonie y est associée, elle peut également mener des dossiers dans ce domaine-là, ou ça se fait forcément en coopération, en collaboration avec l'État? On va dire que oui, c'est vrai que la recherche et l'enseignement supérieur, ça relève de l'État, mais malgré tout, ça n'a pas empêché les collectivités calédoniennes d'être inscrites dans la recherche. Et d'ailleurs, il faut, parce que lorsqu'on imagine des structures, des stratégies de développement, en tout cas, il y a des secteurs sur lesquels il faut inévitablement passer par des phases de recherche pour pouvoir valider un certain nombre de choses. Donc la Nouvelle-Calédonie n'a pas attendu pour se lancer. En revanche, on n'a pas toujours été très structuré. Et c'est un peu dommage. Vu l'écosystème scientifique que l'on a en Nouvelle-Calédonie, on a des partenaires en matière de recherche. On a le CNRS, on a l'IRD, on a l'IFREMER, on a le CIRAD, je pourrais vous en citer d'autres comme ça. Et en plus, on a une exception calédonienne que beaucoup de collectivités nous envient. On a réussi en Nouvelle-Calédonie à créer le CRISICA, qui est un consortium qui rassemble l'ensemble des acteurs de la recherche. Il y en a peut-être 2 ou 3 qu'on va essayer de faire intégrer absolument pour que tout le monde soit à l'intérieur. Et on n'a pas de stratégie recherche à l'échelle du pays. Et si on n'a pas de stratégie recherche à l'échelle du pays, c'est peut-être parce que la commande publique, elle n'est pas claire. On reproche aux organismes de recherche de travailler dans leur coin. Mais ils attendent peut-être aussi la commande. Donc, à nous, à passer clairement une commande. C'est quoi une stratégie recherche pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? C'est proposer effectivement des pistes de recherche, les financer, demander des dossiers particuliers aux organismes de recherche? Déjà aujourd'hui, les organismes de recherche à qui on reproche de travailler de leur coin travaillent sur des vrais sujets, avec des vrais potentiels. Et dans certains, aujourd'hui, on est à la limite on est déjà à la phase transfert de technologies et on peut même basculer à de l'exploitation industrielle. Vous imaginez? Et que nous, collectivités... Mais ils le font eux-mêmes dans leur coin, enfin dans leur coin. Ils le font... je le dis, ils le font dans leur coin. Ils s'autosaisissent, en quelque sorte, de ces dossiers-là. Ça serait un peu dur de dire ils le font dans leur coin. Les collectivités sont quand même au courant de ce qui se fait. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, la microalgue a un potentiel énorme, et que l'IFREMER on est déjà en train de discuter de la partie valorisation. Se pose, mais ça arrive à une vitesse, le brevet, la propriété intellectuelle. Qui c'est qui négocie tout ça? Est-ce qu'on a un cadre légal pour tout ça? Aujourd'hui, il faut aller vite parce que, entre-temps, la recherche a tellement avancé sans que les collectivités
et été dedans, qu'aujourd'hui, les collectifs doivent s'approprier ce que fait la recherche. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu dommage, ce que j'ai demandé, j'ai annoncé, mais il va falloir qu'on y aille, c'est le livre blanc de la recherche pour qu'on ait une stratégie recherche à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, c'est un peu dommage, la province des îles et la province nord, ils ont un livre blanc de la recherche. Mais il n'y en a pas à l'échelon de la Calédonie. La Nouvelle-Calédonie n'en a pas, la province sud n'en a pas. C'est l'occasion d'avoir une vraie stratégie de la recherche. Et l'ambition, en tout cas que le gouvernement voudrait avoir pour la recherche, c'est quand on a cet écosystème tel, de cette qualité-là, on doit pouvoir imposer, en tout cas vendre nos ambitions à l'échelon régional et international. D'ailleurs, beaucoup de ces organismes travaillent déjà à l'international et sur le régional. En fait, aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'on va se raccrocher, mais il faut qu'on se l'approprie parce que, encore une fois, on a ce potentiel-là, mais qu'on n'en a pas conscience, oui, on ne se l'approprie pas, et c'est dommage parce que c'est véritablement un secteur, un levier de développement et de rayonnement pour la Nouvelle-Calédonie. Alors à ce propos, le Congrès vient de voter un moratoire de 50 ans sur l'exploration et l'exploitation des fonds marins. Vous en êtes satisfait? C'est une bonne nouvelle? Je suis un peu partagé sur le sujet parce qu'un moratoire, ça a un bon côté, c'est que ça a le côté, ça protège. Mais il faut surtout que l'aspect moratoire, ça permette de préserver, mais il ne faut pas qu'il y ait un moratoire sur l'exploration. On a besoin d'avoir de la collecte de données. J'étais en mars à Fidji, dans le forum des îles du Pacifique, où se discute ce sujet qui est un sujet extrêmement sensible, l'exploitation des fonds marins. Donald Trump a annoncé la semaine dernière qu'il signait des autorisations pour exploiter les fonds marins en Ukraine. Dans notre zone, on a deux grandes écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui veulent y aller parce que des petits États où il y a de grosses pressions d'intérêts financiers derrière qui poussent, et beaucoup comme nous, disons, attention, parce qu'on est sûr d'une chose, c'est qu'en dessous, on ne sait rien. Donc, il nous faut de l'exploration, le moratoire pour protéger, ok, mais le moratoire pour empêcher, ça c'est un peu dommage. Je crains qu'avec un moratoire de 50 ans, ça soit un peu long. En plus, c'est très long, voilà, une durée ça soit un peu long. Ouais. Je considère qu'on aurait pu avoir un moratoire plus court et je crains qu'il y ait une remontée de la part de nos pêcheurs qui trouvent ces mesures-là extrêmement contraignantes. Ça peut mettre en difficulté la filière retourière. On peut revenir sur un moratoire comme celui-là? Parce que le Congrès a voté, le Congrès peut voter un autre... Exactement, vous avez donné vous-même la réponse. Mais c'est quelque chose qui vous semblerait souhaitable, d'arriver à diminuer un peu, de permettre une exploration au moins des fonds marins, de savoir ce qu'il y a l'exploration et l'exploration, une exploitation raisonnée pour nos pêcheurs. Il ne faudrait pas que des mesures un peu trop strictes sacrifient une profession. Alors, le temps passe et il y a un autre domaine, vous vouliez en parler, il est important effectivement, celui de la formation professionnelle. C'est vous aussi qui en avez la charge. C'est un élément fondamental évidemment, et c'est un secteur qui est en souffrance, il l'était avant, et il est encore plus depuis mai 2024, où il y a eu un certain nombre de centres de formation qui ont été détruits. C'est quoi la situation aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser cette filière? Aujourd'hui, je considère qu'on a des indicateurs qui sont extrêmement inquiétants. Quand j'entends le ministre, il dit un accord ou le chaos. Ou le chaos, quand on imagine 2024, ça fait peur. Aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 chiffres. Hein. Le système éducatif déverse sur le marché chaque année 800 jeunes sans aucune formation. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est l'âge de la déscolarisation. C'est en train de glisser de 16 à 13 ans. C'est extrêmement inquiétant. Et quand vous savez que le budget de la Nouvelle-Calédonie, consacré à la jeunesse et à la formation professionnelle, qui était encore quelque temps 1,6 milliard, cette année 600 millions, ce qui veut dire qu'en début de cette année, on aurait dû fermer des CFA. J'ai rappelé mon collègue Thierry Santa, j'en ai beaucoup discuté avec Christopher Gigès, qui est beaucoup sur les négos avec Paris, sur l'enveloppe de l'État, etc. Il faut orienter de l'argent il faut qu'on s'occupe des jeunes et particulièrement de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se dessinent très clairement. À la fois, il faut qu'on s'en occupe, mais à la fois aussi, il faut qu'il y ait une forte association entre la formation professionnelle et la formation initiale. Il faut qu'il y ait une véritable passerelle, parce qu'on peut faire ce qu'on veut en formation professionnelle, mais si le robinet reste ouvert en haut, ça va être
très très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Les jeunes, ils arrivent sur le marché, aucune formation. Les employeurs, ils attendent des jeunes avec ce qu'on appelle de l'employabilité. Mais le gap entre sans formation et employabilité, on peut peut-être juste rappeler l'intervention et le rôle louable du RSMA qui, à un moment donné, fait quand même un certain boulot, c'est de rattraper peut-être l'éducation, ce qui a été raté dans l'éducation familiale, puis l'éducation, la formation initiale. Mais il n'y a pas que ça, on ne peut pas charger la formation initiale uniquement. Je crois qu'on a un vrai débat de société sur le sujet. Oui, parce que si vous dites que la déscolarisation, c'est à partir de 13 ans, c'est quand même là les parents et les familles qui sont responsables. Exactement. On a un vrai débat de société à ouvrir sur le sujet. Et en face, il nous faut des moyens. J'aimerais, à l'occasion du séjour du ministre en Nouvelle-Calédonie, pouvoir l'interpeller sur le sujet. J'ai pu l'accompagner lors de sa première visite où il avait souhaité rencontrer les jeunes au GIEP. Il y a eu un dîner avec une quarantaine de jeunes. Je l'entends à travers ses déclarations qu'il est conscient de ça et j'entends depuis ces derniers jours qu'il y a quelques voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut absolument intégrer la jeunesse, en tout cas le sujet dans la jeunesse, dans les priorités, dans le cadre des discussions à venir. Alors dans le domaine de la formation professionnelle, là, vous avez présenté ce projet de faire de l'île Nou la presqu'île des savoirs. Au-delà de la formule qui est jolie, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un premier temps que au-delà de la presqu'île du savoir, il y a d'abord ce qui a déjà été porté par mes prédécesseurs, et notamment Thierry Santa, c'est ce qu'on appelle le village des solutions, qui existe en métropole, qui est une formule intéressante. L'intérêt d'un village des solutions, c'est que si on veut sécuriser un parcours de formation, le parcours de l'apprenant, c'est éviter l'échec en cours de route, les abandons, etc., et même pouvoir y accéder, c'est l'espèce de guichet unique où vous trouvez tout au même endroit. Donc l'idée, ça serait d'arriver à faire en sorte que, à l'emplacement de l'ancien CFPPA, le GIEP actuel, c'est de pouvoir rassembler un certain nombre d'opérateurs où le jeune en formation, ou en tout cas l'apprenant, puisse trouver tous les services au même endroit. Et ajouter à ces services, de telle sorte à ce qu'il y a le moins possible de sources d'échecs, la partie éducative, la partie santé, la partie... le RSMA dit par exemple aujourd'hui que dans leur constatation, il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent, des fois par motivation, des fois aussi pour des questions de santé, des fois pour des questions familiaux. Je pense que, et peut-être l'autre indicateur, mais qui n'a pas de lien avec ça, c'est eux, ils constatent aussi que beaucoup de jeunes partent soit intègrent le service militaire ou intègrent la gendarmerie. Je pense que c'est aussi une bonne formule. Mais il reste quand même beaucoup de jeunes qu'il va falloir traiter. Donc le principe, c'est de dire qu'il faut transformer ça en le village des solutions. C'est le fameux guichet unique où on le trouve sur place l'ensemble des... Et après, le concept de la presqu'île du savoir, c'est de dire comment on sanctuarise, par exemple, l'île Nou, qui regroupe déjà tout. L'université, la recherche, la formation professionnelle, le lycée Jules Garnier, le centre... Les archives. En fait, on a tout pour pouvoir faire en sorte que le concept de la presqu'île du savoir, c'est qu'on a déjà tout là-bas. Et la sanctuarisation et leur donner plus de valeur, c'est ça l'idée de la presqu'île du savoir. Donc, la presqu'île du savoir, sujet que j'ai également beaucoup déjà abordé avec Madame la maire de Nouméa, qui est également très intéressée par le sujet, c'est qu'en plus, il y a la proximité avec cette base scientifique qui est sur le port. Donc, l'île Nou, base scientifique sur le port... ça donne un certain sens à l'ensemble. Dans le contexte actuel de la Nouvelle-Calédonie, la crise consécutive à l'insurrection, les problèmes financiers, etc., ça fait vraiment beaucoup de projets. Vous allez arriver à les mener, et vous pouvez les mener de front, tous ces projets? En tout cas, moi, j'ai entrepris, après, c'est mon mode de fonctionnement, c'est de dire, il y a la méthode. Je pense que dans chaque projet, et malgré tout, je ne suis pas disant malgré tout, je ne fais que capitaliser quelque part sur un certain nombre de sujets que certains avant moi ont déjà travaillé dessus. Donc, j'arrive peut-être à un moment où on consolide un peu plus les sujets, on les finalise. Et encore une fois, quand je disais tout à l'heure qu'il faut aller chercher des partenariats, il faut aller chercher des financements,
je reste persuadé qu'on trouve des financements. Mais quand on arrive avec un dossier méthodiquement préparé, je rencontre beaucoup en ce moment l'AFD. L'AFD, à travers des dispositifs des fonds de l'outre-mer, finance à travers, ce sont des subventions, mais finance par exemple l'ingénierie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur des grandes orientations, mais on a la possibilité d'être accompagné, d'être appuyé par l'AFD, par des missions avec des organismes spécialisés qui nous permettent de structurer un dossier, structurer des demandes qui nous permettent d'aller rechercher ces financements, que ce soit au niveau des différents ministères, mais également au niveau de l'Europe, mais pas uniquement. Je pense qu'on a la possibilité d'aller chercher du financement, mais il faut avoir cette démarche d'être constructif, d'avoir des dossiers structurés, et je pense qu'on peut arriver à lever des fonds. Un dernier mot, vous disiez, vous avez fait allusion à la déclaration de Manuel Valls, un accord ou le chaos. Vous suivez d'une manière ou d'une autre les discussions, vous souhaitez que ça aboutisse, vous avez des informations sur le sujet? Bah, comme tout le monde, j'essaye de suivre. Bon, après, je ne suis pas dans les équipes de discussion, mais malgré tout, j'entends ce qui se dit. Vous savez aussi que je viens du secteur privé, j'ai été président du MEDEF. J'entends beaucoup les déclarations du monde économique. Et d'ailleurs, que le haut-commissaire et le ministre d'ailleurs le déclarent, c'est pas juste une histoire de chaos en cas de non-accord. C'est surtout qu'on ne donne pas de la perspective à l'économie. Et demain, à un moment donné, pour qu'il y ait de l'emploi, pour qu'il y ait de la création de richesses, il faut de la dynamique dans les entreprises. C'est pour ça que j'insistais beaucoup tout à l'heure sur les deux poumons de la Nouvelle-Calédonie. C'est les deux portes d'entrée. Pour moi, ce sont les deux vrais leviers d'attractivité économique, parce que c'est par là qu'on rentre en Nouvelle-Calédonie. Samuel Népehoun, membre du gouvernement, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci à vous.